Donc, bonjour à tous, auditeurs et internautes, et bienvenue donc à ce dernier cours de la série sur la sécurité du logiciel. Et pour finir donc cette série, j'ai eu envie de parler d'une approche un peu différente de ce qu'on a vu jusqu'ici. Donc, une approche qui s'appuie essentiellement sur des approches cryptographiques. Alors, si je peux résumer l'approche cryptographique, dont on a assez peu parlé en fait jusqu'ici, on a pris les primitives cryptographiques comme exemple de code intéressant à attaquer et à sécuriser, mais on n'a pas trop parlé de l'approche dans son ensemble. Donc, vu d'assez loin, c'est construire un certain nombre de primitives cryptographiques, donc qui font pas grand-chose, mais qui le font très bien et avec un très haut niveau de sécurité. Par exemple, le chiffrement symétrique, donc la même clé sert à chiffrer et déchiffrer, ou asymétrique, on a une clé publique pour chiffrer, une clé secrète pour déchiffrer. Le symétrique étant la signature, donc qui permet à une seule personne de signer et d'authentifier les données et à n'importe qui de vérifier la signature. D'autres mécanismes d'empreinte, de hash, etc. Et puis, une fois qu'on a ces briques de base, on les combine et on les applique dans des protocoles, notamment, pour garantir la confidentialité, l'intégrité des informations au repos, stockées, et en transit, échangées sur des réseaux. Et alors, exemple de chiffrement de données au repos, c'est le chiffrement de fichiers ou de systèmes de fichiers. Donc, essentiellement, donc, mettons que ce soit juste un fichier, il y a une clé secrète qui est tirée au hasard et qui est surchiffrée avec les mots de passe de l'utilisateur ou éventuellement d'un tiers de confiance, comme le service informatique de votre employeur. Et donc le contenu du fichier est chiffré avec cette clé et la clé surchiffrée est également stockée quelque part. Et ça donne des garanties très fortes sur le fait que le fichier ne va pas pouvoir être lu si on n'a pas un des mots de passe qui permet d'accéder à la clé. Et c'est essentiellement la meilleure protection connue contre les attaques bas niveau, du genre on vole la machine, on vole le disque, on démarre un autre système d'exploitation sur la machine pour accéder directement au disque, etc. Et alors c'est aussi le seul moyen que je connaisse pour effacer instantanément une quantité arbitrairement grande de données, ou un fichier arbitrairement long, d'accord, parce que réécrire des zéros sur le disque, d'abord ça efface pas vraiment et ensuite ça prend très longtemps. En revanche, effacer les quelques octets où la clé de chiffrement est stockée, c'est instantané et ça fait perdre tout accès aux données. Alors, autre exemple, donc, c'est la protection des données en transit. Donc ça, c'est les protocoles réseau dont on a parlé dans certains des séminaires, TLS ou SSH ou Signal, ou etc. Et donc ici sur la droite, vous reconnaissez peut-être le début du protocole TLS, la poignée de main du protocole TLS. Et donc, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne des communications point à point sur Internet où les données échangées sont chiffrées et authentifiées. Donc, chiffrées, on ne peut pas les écouter. Authentifiées, on ne peut pas injecter des paquets, on ne peut pas rejouer d'anciens paquets. Et il y a aussi une authentification par certificat de l'interlocuteur, le serveur avec lequel on parle, ce qui permet d'éviter des impersonations ou des attaques de type man in the middle, où on ne parle pas en fait à qui on croit parler. Et encore une fois, pour moi, c'est la seule protection connue contre un attaquant qui contrôlerait une partie du réseau. Alors, ça pourrait être votre box à la maison, ça pourrait être un routeur quelque part, ça peut être une fibre optique sous-marine. Il semble qu'il y a eu des interceptions de fibres optiques sous-marines. Et sans chiffrement, il est essentiellement impossible d'être sûr que l'ensemble du réseau est de confiance. Et avec chiffrement, on obtient des garanties beaucoup plus fortes. Donc voilà, donc les données au stockage, c'est bon, les données en transit, ça va. Et maintenant, qu'est-ce qui reste ? Il reste les données pendant le calcul. Et des logiciels classiques opèrent sur les données en clair. Si vous avez un moteur de base de données, peut-être que la base est stockée sur un disque chiffré, peut-être que les requêtes arrivent via le protocole TLS, mais il y a bien un moment où il va falloir déchiffrer la requête et déchiffrer la base de données pour pouvoir exécuter la requête.
Mais comme on a vu, on a vraiment du mal à garantir la confidentialité des données pendant le calcul. Donc il y a des flux d'informations qui sont mal maîtrisés, et puis des tonnes de canaux indirects, par l'observation du temps, l'observation des caches, l'observation de la spéculation. Le matériel moderne a vraiment beaucoup de mal à garder un secret. Et donc, que faire? Essayons d'appliquer l'approche cryptographique au calcul également. Et donc dans ce cours, on va effleurer donc cette idée d'avoir des solutions cryptographiques au problème de calculer en préservant la confidentialité des données. Alors on va détailler deux exemples. Le premier, c'est le chiffrement homomorphe, donc qui permet de calculer directement sur les données chiffrées, donc prenant des arguments chiffrés, produisant des résultats chiffrés sans jamais déchiffrer au milieu. Et le calcul multipartite sécurisé, où là, on a plusieurs participants qui calculent ensemble une fonction de leurs données privées. Et donc là, il s'agit de ne pas révéler sa donnée privée aux autres, mais quand même d'arriver ensemble au résultat. Alors commençons par le chiffrement homomorphe. Donc le principe général est le suivant. Vous avez une fonction f, n arguments, et donc qui à partir de x1, xn peut calculer y. Et vous avez un chiffrement avec donc la fonction de chiffrement E, de déchiffrement D. Et on dit que donc, le chiffrement est homomorphe pour la fonction f si vous avez une fonction f chapeau qui est capable de calculer sur les arguments chiffrés, C1, Cn, et de produire un chiffré en résultat. Et avec cette propriété de commutation, c'est-à-dire si vous appliquez f chapeau sur les chiffrés et que vous déchiffrez le résultat, c'est la même chose que de déchiffrer les arguments et d'appliquer la fonction d'origine. Et alors une autre manière de voir ça, c'est que vous pouvez partir d'arguments non chiffrés, les chiffrer, les envoyer sur le cloud, enfin à quelqu'un en qui vous n'avez pas vraiment confiance, mais comme les arguments sont chiffrés, il ne va pas pouvoir les voir. La dite personne va exécuter la fonction homomorphe f chapeau, et vous renvoyez le résultat chiffré que vous allez pouvoir déchiffrer. Bon. Et en fait, alors pour certaines opérations, c'est facile. Et on a déjà vu comme exemple le chiffrement RSA. RSA est homomorphe pour la multiplication. Alors je vous rappelle le RSA. Donc chiffrer, c'est élever le message à la puissance E, modulo n, E et n étant la clé publique. Déchiffrer, c'est élever le chiffré à la puissance D, qui est D étant la clé secrète. Et si vous avez deux messages chiffrés C1, C2, vous pouvez voir que vous faites faire le produit des chiffrés puis déchiffré, donc c'est calculer C1, C2 puissance D, c'est la même chose que C1 puissance D, C2 puissance D, c'est la même chose que le produit des clairs, DC1, DC2. Et donc, l'opérateur de multiplication modulo n est homomorphe à l'opérateur de multiplication modulo n. Alors, à quoi ça sert, allez-vous me demander? On peut déjà faire des choses avec ça. Par exemple, on peut dépouiller une élection. Alors, bon, ce n'est pas un très bon algorithme d'élection que je vais vous montrer, mais il y a déjà une petite idée. On va dire que les votes peuvent prendre trois valeurs. Il y a le 1 pour blanc, 2 pour voter Alice et 3 pour voter Bob. Et donc chaque électeur chiffre son vote, VI, avec la clé publique de l'autorité du vote, le Conseil constitutionnel. Et ensuite communique son vote chiffré à l'opérateur du vote, les collectivités locales, disons. Et donc l'opérateur du vote collecte tous ces votes mais chiffrés, et donc comme il n'a pas la clé de déchiffrement, il ne peut pas savoir qui a voté quoi, et on fait le produit. On fait le produit de nos chiffrés, modulo n, le transmet à l'autorité du vote. L'autorité du vote a la clé de déchiffrement, mais n'a pas accès à chacun des votes, au bulletin individuel. Et donc l'autorité déchiffre, et le déchiffré de ce produit, donc c'est le déchiffré d'un produit, c'est le produit des déchiffrés, voilà. Et donc c'est le produit des V1, Vn, modulo n. Et donc si le produit V1, Vn n'est pas trop grand, on n'a pas débordé, ce résultat il est de la forme 2 puissance A, 3 puissance B. A c'est le nombre de voix pour Alice, B c'est le nombre de voix pour Bob. Et voilà, c'est dépouillé.
Alors oui, donc c'est un très mauvais protocole pour différentes raisons. D'abord, le chiffrement RSA est déterministe, donc il n'y a en fait que 3 messages chiffrés possibles, puisqu'il n'y a que 3 clairs possibles, donc ça permet beaucoup d'analyse. Deuxièmement, rien n'empêche l'opérateur du vote de jeter certains votes ou de compter plusieurs fois un même vote. D'accord ? Et ah oui, et rien n'empêche un électeur enthousiaste de voter 8, par exemple, donc 3 fois pour Alice, ou 27, un certain nombre de fois pour Bob, ou alors 6, parce qu'il est vraiment il est très indécis. Voilà, donc c'est pas un très bon protocole, mais il y a de l'idée. Et ah oui, puis en plus, ça déborde assez vite si votre nombre de votants est élevé. Bon, mais il y a de l'idée, et avec un peu de travail, on peut arriver à un protocole de vote électronique. Alors, une première étape, c'est d'utiliser déjà un autre chiffrement, qui, lui, injecte de l'aléa, mais qui se trouve être homomorphe. Mais lui, c'est pour l'addition. Donc, c'est le chiffrement d'El-Gamal, enfin une variante du chiffrement d'El-Gamal, qui s'appuie sur un groupe fini G d'ordre Q. La clé secrète, c'est un élément de G. La clé publique, c'est un générateur de G, et c'est G puissance X. Et le chiffrement, ça consiste à tirer une autre clé, Y, aléatoirement, faire le secret partagé, qui est H puissance Y, et que la personne qui a X va pouvoir retrouver, et de renvoyer la paire, donc G puissance Y et G puissance M fois S. Donc l'important ici, c'est G puissance M, donc le message sert d'exposant pour le générateur. Et pour le déchiffrement, on peut retrouver le secret partagé en prenant C1 puissance X, ça fait G puissance XY, et c'est bien H puissance Y. On retrouve G puissance M donc en calculant donc le générateur à la puissance le message en calculant C2 divisé par S. Et maintenant, il faut faire un petit calcul de logarithme discret pour retrouver M. Alors évidemment, en général, le logarithme discret est très coûteux, racine de M, mais si le message n'est pas trop grand, d'accord, ça va être faisable en temps raisonnable. Et donc ça aussi c'est homomorphe, c'est-à-dire que le produit de 2 chiffrés, c'est un chiffré de la somme. Et cette propriété est utilisée dans un vrai système de vote électronique, Bellenios. Donc c'est le chiffrement additif d'El-Gamal, c'est un des algorithmes qu'ils utilisent, avec plein d'autres algorithmes pour s'assurer que les gens ne votent que 0 et 1, ne votent qu'une fois, que leur vote est bien pris en compte, n'est pas dupliqué. Enfin bref, il y a plein d'autres opérations cryptographiques à mettre en œuvre. Mais ce chiffrement est utilisé. Ce chiffrement est utilisé pour ses propriétés homomorphes. Bien, bon, mais on voudrait quand même calculer un peu plus, que soit des multiplications avec RSA, soit des additions avec El-Gamal. Et en fait, l'étape cruciale, ce serait de trouver un chiffrement homomorphe à la fois pour l'addition et pour la multiplication. Et même plus simple, l'addition de bits, l'addition modulo 2, et la multiplication de bits, c'est-à-dire le et logique. Et alors, c'est ce qu'on appelle un chiffrement complètement homomorphe, donc FHE, Fully Homomorphic Encryption, car il permet d'évaluer n'importe quel circuit booléen. Et donc ça veut dire qu'il peut évaluer énormément de fonctions. Alors pourquoi ? Parce que on a toutes les portes dont on a besoin. Le OU exclusif, ça va être la somme, A plus B modulo 2. Le et, ça va être le produit. Le non, ça va être 1 moins A, ou 1 plus A modulo 2. Et le OU, c'est le NOR des entrées. Enfin, il faut faire un non sur les entrées et un non sur le résultat, et c'est un et. Et avec ça, donc on peut faire des circuits et calculer pas mal de choses. Bon, là, c'est un circuit très simple, c'est un comparateur qui prend 2 nombres à 4 bits, x et y, et vous dit en sortie s'ils sont égaux ou pas. Et on peut imaginer, si vous évaluez ce circuit de manière homomorphe, il va pouvoir faire une recherche dans une base de données chiffrée. Vous allez lui donner un x chiffré, c'est ce que vous voulez. Il va énumérer tous les y de la base, chiffrés, et il va trouver des bits chiffrés, 0 ou 1, pour vous dire si x est dans la base ou pas. Alors on va dire que ce n'est pas très efficace comme base de données. D'un autre côté, je crois qu'il y a une mauvaise nouvelle qui est que si votre base de données est chiffrée, de toute manière, il n'y a pas d'algorithme plus efficace qu'une recherche linéaire. Essentiellement, si vous pouviez faire de la dichotomie, ou etc., c'est que le chiffrement ne serait pas bon. Bon, dommage.
petite base de données chiffrée. Alors, comment on va faire pour aller vers ce chiffrement complètement homomorphe? Pour autant que j'ai pu voir, les approches sont suivent toutes, enfin, les propositions suivent un peu toutes la même approche, qui est l'idée assez moderne que chiffrer, c'est ajouter du bruit. Donc, chiffrer un message M, c'est le noyer dans un bruit aléatoire, de telle sorte que déchiffrer, c'est enlever le bruit pour retrouver M, et que ce soit facile si on a la clé secrète, et impossible, enfin, calculatoirement, si on n'a pas la clé secrète. Alors, un exemple qui a beaucoup attiré l'attention qui attire toujours beaucoup l'attention des cryptographes, c'est l'utilisation des réseaux euclidiens. Alors, un réseau euclidien, lattice en anglais, c'est quoi? Vous avez une base d'un espace à plusieurs dimensions, donc la base B1, Bn, et le réseau, c'est l'ensemble des points à coordonnées entières, donc des combinaisons linéaires entières de ces vecteurs. D'accord? Donc ça fait des jolies petites zones, là, comme ça. Et alors, il y a plein de problèmes calculatoirement difficiles dans les réseaux euclidiens, c'est merveilleux. Celui dont je vais parler aujourd'hui, c'est le problème du vecteur le plus proche, closed vector problem. Donc vous avez un vecteur V dans votre espace, et il s'agit de trouver les coordonnées du vecteur du réseau le plus proche. Donc V0 ici. On voit qu'il est plus proche que les autres qu'on aurait pu trouver. Et en fait, c'est un problème qui est extraordinairement difficile. Alors évidemment, quand on est en 2 dimensions, c'est pas très compliqué. Maintenant, quand on est en grande dimension n, et puis qu'on n'est pas dans le plan, dans R puissance n, mais plutôt dans des corps plus compliqués, c'est donc un problème qui est extraordinairement difficile. Donc il est NP difficile, même dans le cas moyen, même pour trouver des solutions approchées seulement, et même si on a un ordinateur quantique. Donc, d'où l'intérêt pour la cryptographie post-quantique. Et ceci dit, c'est vexant parce que pour certaines bases, des bonnes bases, comme on dit, dont les vecteurs sont relativement courts et presque orthogonaux, le problème est facile. Et par ailleurs, on peut changer de base, bien sûr, sans changer l'ensemble des points, l'ensemble des vecteurs du réseau, en faisant une combinaison linéaire bien choisie des vecteurs d'origine, donc en multipliant par une matrice unimodulaire. Et donc voilà, si on avait une bonne base, le problème serait facile à résoudre. Évidemment, trouver une bonne base à partir d'une base quelconque, c'est aussi extrêmement difficile. Et d'où l'idée d'un chiffrement, donc Goldreich, Goldwasser, Halevi, qui a été cassé d'ailleurs assez vite après. Mais bon, donc l'idée, c'est de prendre comme clé secrète une bonne base, et puis une matrice unimodulaire qui va le transformer en une mauvaise base, et la mauvaise base, c'est la clé publique. Et donc celui qui chiffre, il utilise, donc il chiffre un uplet entier, c'est les coordonnées d'un vecteur dans la base B, et puis il ajoute un vecteur d'erreur, E, tiré au hasard, alors pas trop grand, pour qu'on reste quand même relativement proche de ce point, mais suffisant pour que le problème CVP soit difficile. Et celui qui déchiffre, lui, va résoudre le problème CVP, trouver le vecteur du réseau le plus proche de C, en changeant de base. Donc en passant dans la base B0, la bonne base, où le problème est facile, et ensuite repasser dans la base B, et il n'y a plus qu'à extraire le texte clair des coordonnées dans la base B. Voilà, donc un exemple de chiffrement en ajoutant du bruit. Alors par la suite, je ne vais pas l'utiliser parce que je ne suis pas super à l'aise avec ces réseaux euclidiens. Donc je vais vous proposer un autre chiffrement où on ne fait que des entiers, des multiplications et des modulos. Donc ça, tout le monde connaît, n'est-ce pas? Et donc c'est Craig Gentry qui utilise ce chiffrement simple comme exemple pédagogique dans ce petit article de vulgarisation publié dans CACM en 2010 qui est vraiment très bien. Donc, il propose de prendre comme clé un entier P, un pair de grand P bits. Il propose de chiffrer des bits individuels, donc le message c'est 0 ou 1, en faisant PQ, donc un multiple aléatoire de P, plus 2R, R étant un bruit, plus M. Donc, un multiple de P, qui est un peu une erreur,
qui est 2R plus M, et le message est caché dans le bit de poids faible de l'erreur. Du coup, pour déchiffrer, quand on connaît P, c'est facile. Il s'agit de... Donc C, on connaît le chiffret C, mais on peut retrouver PQ, le multiple immédiatement inférieur. Et du coup, l'erreur, c'est la différence entre ces deux trucs-là, c'est-à-dire C modulo P. Et le message, c'est le bit de poids faible de l'erreur. En revanche, si l'attaquant n'a pas P, essentiellement, il ne peut rien déduire, et essayer de retrouver P à partir d'un certain nombre de chiffrés, c'est un problème dit du PGCD approché, et qui lui aussi est difficile. Alors pourquoi approché? Si on avait juste des multiples de P, il suffirait de prendre le PGCD et on retrouverait P. Si maintenant on avait des multiples de P, éventuellement plus 1, ce ne serait pas très dur, on essaierait d'enlever moins 1 de temps en temps, et puis on finirait bien par trouver des choses par PGCD. Maintenant, si on a des multiples de P plus une erreur suffisamment grande, eh bien, le problème devient calculatoirement difficile. Alors oui, bon, il y a une petite embrouille, qui est que tel qu'il est présenté, ce n'est pas un chiffrement à clé publique. On a dit qu'on a supposé qu'on avait P pour chiffrer. Mais en fait, pour chiffrer, on peut aussi se débrouiller en ayant juste un certain nombre de chiffrements aléatoires de 0. Donc ça, c'est ça la clé publique. Un certain nombre de chiffrements aléatoires de 0 qui ont été tirés une fois pour toutes. Et du coup, le chiffrement d'un bit, c'est M plus une somme d'un certain nombre de ces chiffrements aléatoires. Voilà. Mais revenons sur les questions d'homomorphisme. Donc ce chiffrement, il est sympathique parce qu'il est, presque homomorphe pour l'addition et pour la multiplication. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant que le bruit n'est pas trop grand, on a bien ce qu'on veut, c'est-à-dire la somme de deux chiffrés. C'est bien donc, de la forme M1 XOR M2 en bits de poids faible, plus 2 fois un bruit, plus un multiple de P. Et donc, tant que le bruit reste inférieur à P, on peut déchiffrer ceci et retrouver M1 XOR M2. Alors, évidemment, si le bruit devient trop grand, on passe de PQ à PQ plus 1 ou PQ plus 2, ou etc. Et le déchiffrement ne va pas retrouver la bonne erreur et donc pas retrouver le bon message. Même chose pour la multiplication, d'ailleurs. Le produit de deux chiffrés, c'est le produit M1, M2 en bits de poids faible, plus un bruit, multiple de 2, plus un multiple de P. Et donc là aussi, ça se déchiffre dans le bon résultat tant que le bruit reste inférieur à P. Mais le problème, c'est que le bruit, il augmente quand même à chaque opération. Et ici, il n'augmente pas trop vite. Vous voyez que le bruit de la somme, c'est la somme des bruits, des arguments en gros, alors qu'ici, le bruit du produit, c'est le produit des bruits. Et donc, c'est ce qu'on appelle un chiffrement presque homomorphe ou un peu homomorphe, somewhat homomorphic encryption, c'est-à-dire que, au bout d'un certain nombre d'opérations, les résultats chiffrés deviennent faux. Alors, pour les additions, le bruit augmente assez lentement, en gros de 1 bit à chaque opération. En revanche, pour les multiplications, il fait x2 en nombre de bits à chaque opération, en gros. Et du coup, très vite, il va arriver à dépasser le seuil P. Et du coup, avec ce chiffrement presque homomorphe, on peut faire des calculs, mais dont la profondeur multiplicative et la profondeur additive sont limitées. Alors, je ne sais pas si j'ai un petit dessin. Oui. Donc la profondeur multiplicative d'un circuit, c'est le nombre maximal de portes E ou de portes OU entre une entrée et une sortie. D'accord? Et alors notre circuit comparateur de tout à l'heure, il n'est pas mauvais pour ça, parce que pour comparer n bits, on a une profondeur multiplicative logarithmique, le log 2 de n. Et donc si votre schéma tient le coup pour 5 multiplications successives, vous pouvez quand même comparer les entiers 32 bits, c'est pas si mal. Bon, mais malgré tout, on voudrait calculer plus que ça. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a plus de 5 portes et de suite? Eh bien, on va essayer de réduire le bruit du résultat intermédiaire. Il est sur le point d'atteindre le seuil, quand P bits, et avant de faire la prochaine multiplication, il faut à tout prix le réduire. Alors naïvement, on pourrait se dire, c'est pas compliqué, on déchiffre et puis on rechiffre. D'accord ? Déchiffrer, ça va nous retrouver le vrai message, et puis rechiffrer, on va ajouter un bruit qui est tout petit,
relativement. Et donc on est reparti pour un tour. Sauf que ça ne va pas du tout. A priori, quand on évalue le circuit de manière homomorphe, on n'a pas accès à la clé secrète SK, la clé de déchiffrement. Et puis ça nous ferait apparaître un résultat intermédiaire en clair. D'accord, donc on a perdu. Notre circuit ne calculerait plus sur des données entièrement chiffrées. Et alors c'est là qu'arrive l'idée démente de Craig Gentry, donc, dans sa thèse en 2009, qui s'appelle le bootstrap. Donc vous allez voir en quoi ça ressemble un peu au bootstrap d'un langage de programmation. Donc l'idée de Gentry, c'est que l'observation de Gentry, c'est que l'algorithme de déchiffrement D peut être réalisé par un circuit. C'est un circuit comme un autre. Et dans notre cas, c'est prendre modulo P. Bon, modulo P, c'est multiplié par un inverse de P. En gros, ça se fait par un circuit, il n'y a pas de problème. Donc c'est un circuit avec deux entrées, la clé secrète, le texte chiffré, et en sortie, le texte clair. Maintenant, supposons que ce circuit soit de profondeur multiplicative suffisamment faible. Du coup, on va pouvoir l'évaluer de manière homomorphe avec notre chiffrement presque homomorphe. Alors, donc des chapeaux. Alors, qu'est-ce qu'il fait des chapeaux? Donc, il prend la clé secrète en entrée, mais chiffrée, avec la clé publique. Il prend l'autre entrée C, mais elle-même chiffrée, donc c'est le chiffré surchiffré, et il vous produit le clair, DSK de C, rechiffré. D'accord? Alors pourquoi on a gagné? Donc on a un chiffré qui est équivalent au chiffré C qu'on avait tout à l'heure. D'accord? Si vous déchiffrez et vous rechiffrez, a priori, ça va à nouveau se déchiffrer vers la même chose. Sauf que le bruit, ici, dépend uniquement de la profondeur multiplicative de ce circuit, et non pas du bruit qu'il y avait dans l'entrée ici. Et donc, encore une fois, si le circuit a une petite profondeur multiplicative, on a réussi à réduire le bruit sans pour autant avoir la clé secrète, en clair. Alors, ça pose un certain nombre de difficultés. Alors d'abord, les cryptographes n'aiment pas du tout l'idée qu'on va chiffrer une clé secrète SK avec sa propre clé publique. Là, ils disent, mais on n'a jamais étudié ça. Enfin, y a aucune, si ça se trouve, il y a des corrélations, tout ça. Enfin, il faut être fou pour faire ça. On ne va pas vous garantir que ça marche. Bon. Mais qu'à cela ne tienne, répond Gentry, c'est qu'on peut aussi changer de clé au moment du bootstrap. C'est même un très bon moment pour changer de clé parce que les tailles des messages changent, comme on va le voir juste après. Et donc, l'idée, c'est qu'on peut avoir une hiérarchie, une suite de clés qu'on passe au circuit. Alors on passe toutes les clés publiques, PK1, PK2, PK3, et les clés secrètes, mais chiffrées avec la clé publique d'après. D'accord? Donc ici, on reçoit la clé publique du round I, mais chiffrée avec la clé secrète d'indice I, chiffrée avec la clé publique du round d'après. Et donc le circuit va être évalué de manière homomorphe avec la clé PKI plus 1. Et voilà. Donc on a évité cette difficulté, et on peut continuer comme ça. Après, il y a un problème de taille, surchiffrement. Ici, là, augmente fortement la taille du résultat intermédiaire chiffré. Par exemple, dans le chiffrement pédagogique là, de Gentry, à base d'entiers, un bit peut être représenté par 1000, 10 000, peut-être même 100 000 bits, d'accord? Et donc maintenant, chacun de ces 100 000 bits va devoir être codé par 100 000 bits lui-même. Donc ça explose un peu vite. Alors, avec des déchiffrements plus sérieux, on l'explose moins vite, mais quand même. Et puis la troisième difficulté, c'est que le circuit de déchiffrement est souvent trop profond. Donc j'ai mentionné, dans notre exemple, c'est une multiplication par l'inverse de P. Un circuit multiplicatif comme ça va être profond. Et donc ça ne va pas marcher. D'où l'importance d'avoir des déchiffrements SHE où le déchiffrement est simple. De ce point de vue-là, les réseaux euclidiens, c'est plus simple que l'arithmétique modulo P. Et l'autre idée de Gentry, c'est d'affaiblir un petit peu le chiffrement, donc, afin qu'il laisse des indications, des hints, qui vont simplifier le calcul du déchiffrement, qui vont simplifier le circuit de déchiffrement. Le tout sans affaiblir significativement le chiffrement, bien sûr.
Bon, donc vous voyez que c'est un art délicat, mais donc depuis ce résultat vraiment surprenant de Gentry, il y a eu beaucoup de travaux sur la question, avec donc des études d'autres, des propositions d'autres chiffrements presque homomorphes, dans lesquels notamment la multiplication augmente moins le bruit. La multiplication, le bruit n'augmente pas de manière multiplicative, mais un peu en dessous. Et aussi des manières de faire le bootstrap plus efficaces. Et du coup, alors, il y a aussi des implémentations qui sont disponibles dans le logiciel libre. J'ai regardé un peu TFHE, que vous trouverez sur GitHub. Et les performances sont presque raisonnables, si j'ose dire. Par exemple, ils annoncent un bootstrap en 100 millisecondes, ce qui est remarquable. Les premières implémentations de Gentry, je pense que ça se comptait en heures, peut-être même en jours de calcul. Donc vous voyez qu'on a fait des progrès quand même en une douzaine d'années. Et l'évaluation d'une porte logique prend 20 millisecondes. Donc on peut évaluer 50 portes logiques par seconde. Donc vous avez un calculateur qui tourne à 50 Hz. Et c'est à peu près comme certaines machines de la fin des années 1940. On peut faire des choses avec ça. Voilà, donc finalement il y a de l'espoir. Et il y a aussi une nouvelle direction qui s'est pas mal développée ces 10 dernières années, qui est le chiffrement homomorphe approché, où donc le résultat à la fin n'est pas tout à fait exact, mais quand même relativement proche de ce qu'on veut. Et l'application immédiate, c'est faire de l'apprentissage statistique sur des données confidentielles, donc des données qui sont chiffrées et donc sur lesquelles on veut faire de l'apprentissage et des traitements statistiques. Voilà. Donc maintenant, je vais passer au calcul multipartite sécurisé. Donc il y a un problème un tout petit peu moins exigeant, au sens où, donc cette fois-ci, on va se mettre à plusieurs pour faire le calcul, et ce qui garantit le secret, l'absence de fuite d'informations, c'est qu'il n'y a pas de collusion entre tous ceux qui font le calcul. Alors oui, donc c'est apparu dans les années 80, notamment, c'était popularisé notamment par Andrew Yao en 1982 avec ce petit problème des millionnaires, donc une question qui est très années 80. Alice et Bob veulent savoir qui est le plus riche, sans révéler le patrimoine de l'un à l'autre. Et alors il y a un algorithme évident avec un tiers de confiance, Charlie. Alice communique en toute confidentialité le montant de son patrimoine à Charlie. Bob fait de même. Charlie compare, annonce qui a le plus gros patrimoine et oublie, ne révèle aucune autre information. Maintenant, la question de Yao, c'est est-ce qu'on peut faire la même chose sans tiers de confiance? Est-ce qu'on peut avoir un algorithme distribué, exécuté par Alice et par Bob, qui donne le même résultat et les mêmes garanties, c'est-à-dire qui ne révèlent pas le patrimoine de l'un à l'autre. Après, donc on peut là aussi généraliser un peu le problème. Donc on a n participants, chacun a une donnée secrète, x1, xn. Ils coopèrent pour calculer une fonction y égale f de x1, xn. Et le résultat y va être public. Et le calcul doit être fait de sorte qu'il ne révèle rien sur les xi qui ne soit impliqué par le résultat y. Alors un exemple, c'est le dépouillement d'un appel d'offres. Donc les offres, c'est les x1, xn. Et le dépouillement, il doit produire i, l'identité du mieux-disant, et xi, le montant de son offre, donc celle qui atteint le min des montants des offres. Et donc ça, c'est rendu public. Donc, donc tout le monde sait qui a remporté l'enchère, tout le monde sait remporté le marché, avec quelle offre, mais les autres offres, on sait qu'elles sont supérieures ou égales, mais on ne sait rien de plus. Alors on peut généraliser ça à plein d'autres statistiques sur les xi, calculer donc le min, le max, la moyenne, la médiane, un histogramme par décile, etc. Et alors, c'est vrai que si on a un chiffrement homomorphe, on peut s'en servir ici, mais c'est coûteux et pas très naturel.
Donc déjà, donc pour s'assurer, donc chaque participant chiffre sa donnée et la publie, donc avec la clé publique, qui est commune à tout le monde. Mais comme il ne veut pas que les autres puissent la déchiffrer, ça veut dire qu'il faut que la clé secrète doit être découpée en parts, en n parts. Et donc il faille que tout le monde se mette d'accord, reconstitue les n parts, comme on va le voir juste après, pour arriver à déchiffrer. Donc chaque participant chiffre sa donnée et la publie, en étant bien sûr que personne ne va pouvoir la déchiffrer. Quelqu'un, un des participants, un fournisseur de cloud, etc., calcule f homomorphiquement à partir des xi chiffrés. On obtient le résultat y chiffré, et les participants collaborent, mettent en commun leurs morceaux de clé pour déchiffrer le résultat. Alors c'est une solution qui est correcte, mais il y a des solutions plus simples et plus efficaces, où on distribue le calcul entre les participants. Alors oui, donc je parlais de cette idée de partager une donnée secrète entre plusieurs acteurs. Donc faisons simple, la donnée secrète c'est un bit, et on n'a que 2 participants. Donc comment faire un tel partage? L'idée est simple, on tire un bit R au hasard. L'un des participants reçoit R, l'autre reçoit B masqué par R, B XOR R. Et aucun participant ne peut retrouver B à lui tout seul. D'accord? Pour chacun des participants, le bit a l'air aléatoire. En revanche, si les 2 participants publient leurs bits B1 et B2, mettent en commun leurs bits B1 et B2, ils retrouvent facilement B en calculant le XOR de B1 et de B2, puisque c'est R XOR B XOR R, c'est-à-dire B. Et donc on va noter B crochet, le partage d'un bit B, donc c'est une paire de bits B1 B2 qui a cette propriété, donc B1 XOR B2 égale B, et B1 et B2 sont essentiellement aléatoires, donc on peut rien apprendre dessus. Alors quand on a un partage de bits comme ça, donc ça permet de découper un secret et d'en donner des bouts à 2 participants, mais ça permet aussi à 2 participants, Alice et Bob, de mettre en commun 2 bits privés. Donc il y a A qui est fourni par Alice, B par Bob. A tire un partage, envoie la deuxième partie du partage à Bob, B tire un partage de son bit, envoie la première partie à Alice, et donc maintenant Alice a les premières parties des 2 partages, Bob a les deuxièmes parties des 2 partages, et voilà, ils ont mis en commun leurs bits privés sans les révéler. Et donc, qu'est-ce qu'on peut calculer maintenant sur ces bits partagés? Eh bien, ça ne va peut-être pas vous surprendre, on peut facilement additionner et plus difficilement multiplier. Alors, additionner 2 bits partagés, ben, c'est facile. Le participant 1, il connaît les premières moitiés, x1, y1, et il peut calculer le ou exclusif, l'addition de x1 et de y1. Le participant 2, il fait de même avec les parties qu'il connaît, x2, y2, il en calcule l'addition, c'est z2, et on obtient comme ça une paire z1, z2 qui est un partage de la somme x plus y. Ça, c'est par associativité du XOR. Et le calcul est local. Les participants n'ont pas besoin de communiquer pour faire le calcul, chacun dans leur coin. C'est génial. Alors multiplier, ce n'est pas aussi facile. Aucun calcul purement local ne convient. Et en particulier, si vous dites chaque participant va faire le et de son bit, de ces 2 bits, ben non, ça ne marche pas, ce n'est pas un bon partage du et des 2 bits secrets. Alors il y a des solutions coûteuses à base de protocoles comme par exemple le transfert inconscient 1 sur 4, When in for Oblivious Transfer. C'est quoi l'idée? C'est le premier participant, disons, choisit son résultat Z1 au hasard et tabule la bonne valeur que Z2 doit avoir, suivant les inconnus X2 et Y2, qui sont les parties des arguments qu'il n'a pas. D'accord? Donc il n'y a que 4 choix, ils sont donnés par cette formule. D'accord? Et ensuite, P1 demande à P2, choisis la ligne qui te correspond. Donc P2 choisit la ligne 0, 1, 2 ou 3 qui correspond à la valeur de ses bits, X2, Y2, et il reçoit le Z2 correspondant. Et parce que c'est un transfert inconscient, P1 ne sait pas quelle ligne P2 a choisie, et P2 n'apprend rien sur les 3 autres lignes, celles qu'il n'a pas choisies. Bon, mais c'est une opération coûteuse. Alors on peut faire un peu mieux, à condition d'avoir préparé des données à l'avance. Donc avoir préparé ce qu'on appelle les triplets de Beaver, d'après le nom de l'auteur, M. Beaver, au triplet multiplicatif. Ce sont donc des bits partagés, A, B, C, avec A, B tiré au hasard, et C qui est le et de A et de B.
Et donc on peut avoir préparé comme ça un grand nombre de ces triplets, et puis les avoir partagés. On va envoyer la première partie à Alice, à P1, et la deuxième partie à P2. Alors ça peut se faire par transfert inconscient, par un autre protocole zero knowledge, via un tiers de confiance. L'idée, c'est que ça peut être fait à l'avance. D'accord ? Et du coup, pour calculer un partage de X et Y, donc chaque participant peut prendre le prochain triplet de Beaver sur sa liste, enfin, sa moitié du prochain triplet de Beaver sur la liste. P1 utilise ça pour publier son A1 et son B1, mais en masquant avec X1 et Y1, donc a priori, il n'a toujours pas révélé sa partie des vrais arguments. P2 fait la même chose, avec X2 masqué par A2, Y2 masqué par B2. Et donc maintenant, puisque tout ça a été mis en commun, P1 et P2 ils connaissent tous les deux A XOR X et B XOR Y, d'accord ? Et à partir de ces quantités, D et E, et puis de leur bit privé, ils peuvent calculer Z1 et Z2. Et c'est un partage de X et Y, parce que, petit calcul booléen que je vous épargne. Voilà, donc c'est un peu magique, mais ça marche. Et donc ça peut être plus efficace parce que toutes les données partagées ont été transmises offline avant le début du vrai calcul. Bon. Voilà. Alors, donc jusqu'ici, on a partagé des bits entre deux participants. On peut aller un peu plus loin. On peut avoir plus de deux participants. Pour ça, il suffit d'avoir n bits, dont le XOR reconstitue le bit secret. Et donc, dans un schéma comme ça, il faut que les n participants mettent en commun leur information pour retrouver B. Une collusion de t strictement plus petit de n participants ne peut pas retrouver B. Donc, d'un côté, c'est très sécurisé. On se dit, je vais faire calculer d'un côté chez Amazon, de l'autre côté chez Azure, et puis chez IBM et chez Oracle. Et comme ils se détestent, ils ne vont pas mettre mes secrets en commun et ce sera extrêmement sécurisé. Le problème, c'est que c'est un peu fragile. Il suffit d'un participant qui tombe en panne pour que le calcul multipartite échoue, ou d'un participant qui produit un résultat faux, tout ça peut arriver aussi, volontairement ou involontairement, et du coup le résultat final sera faux. Alors après, on peut avoir d'autres schémas de partage où justement on choisit ce seuil T à partir duquel on peut reconstituer le résultat. Et c'est, excusez-moi, voilà, donc le cas général de partage de secret, c'est qu'on a n parts et t parts suffisent pour retrouver S, mais moins de t parts ne révèle rien sur le secret S. Et donc un algorithme qui réalise ça, qui est très joli, donc c'est le partage de secret de Shamir, où alors le secret S c'est un élément d'un corps fini, Z sur PZ par exemple. Et partager le secret, c'est quoi? C'est choisir un polynôme de degré t-1, dont le coefficient constant est égal à S. Donc le polynôme ici, c'est cette parabole, par exemple, un polynôme de degré 2. Le secret, c'est la valeur du polynôme en 0, c'est le coefficient constant. Les autres coefficients sont pris au hasard. Et les parts, ce sont les valeurs de P en n autres points. 1, 2, n, par exemple. D'accord? Donc c'est ce que vous voyez en rouge ici. Et vous savez tous que... Donc, comment on retrouve le secret? Donc, quand on a t parts, ça veut dire qu'on a t points sur cette courbe. On a t points rouges. Et P étant de degré t-1, les t points déterminent le polynôme entièrement. D'accord? Et donc, une fois qu'on a reconstitué le polynôme, eh bien, le secret S, c'est P de 0, ou c'est le coefficient constant. Et en fait, ça peut se retrouver plus directement par la formule d'interprétation de Lagrange. Le secret, c'est une combinaison linéaire des Y, donc des T points, avec les coefficients de Lagrange ici. Et alors maintenant, si on vous donne strictement plus de T points, ben vous pouvez aussi non seulement retrouver S, mais aussi vérifier que tout ça est bien sur le même polynôme, ce qui est une vérification a posteriori de cohérence. Voilà, donc une très jolie manière de partager un secret et une manière qui se prête au calcul multipartite sécurisé. Alors, en particulier donc l'addition. Donc on a nos n participants, chacun a une part de A et une part de B.
Donc chacun a un point sur la courbe bleue, qui est le polynôme de A, et un point sur la courbe rouge, qui est le polynôme secret associé à B. Et A plus B, c'est un polynôme secret qui vaut bien, enfin grand A plus grand B. Les deux polynômes, c'est additionné, c'est bien un polynôme secret qui vaut petit a plus petit b en 0, et dont les parts sont A1 plus B1, A2 plus B2, etc., sont des parts. Et donc, chaque participant n'a qu'à additionner sa part de A et sa part de B, et ça fait un partage de Shamir pour la somme. Pas besoin de communication, tout se passe très bien. Alors, quid de la multiplication, allez-vous me dire, parce que vous avez compris que dès qu'on a addition et multiplication, on est content. Alors, la multiplication, c'est un peu plus compliqué. Alors, c'est vrai que si chaque participant multiplie sa part de A et sa part de B, donc AI, BI, il obtient des points qui sont sur la courbe du polynôme grand A grand B, donc le produit des deux polynômes secrets. Et le polynôme grand A grand B, il vaut bien petit a petit b en 0. Donc il est sympathique, sauf qu'il est de degré trop élevé. Il est de degré 2, t-2, et donc t-1 point ne suffisent pas à le déterminer, le AB de 0. Et donc on n'a pas un partage de AB. A1B1, ANBN n'est pas un bon partage de AB. En revanche, alors il y a une astuce d'arithmétique, disons, d'algèbre plutôt sur les polynômes, qui permet de retrouver un bon polynôme en partageant des choses. Donc en fait, chaque participant, ou juste les deux t-1 premiers, vont partager leur coefficient AI-BI, au sens où ils le gardent secret, mais ils construisent un polynôme aléatoire PI, qui vaut AI-BI en 0, et ils publient ces partages. Donc très exactement, le participant I envoie la valeur de PI en J au participant J. Donc on a mis les points en plus, comme ça, et qui suffisent pour que les participants reconstruisent un partage C1-CN par, encore une fois, la géniale formule d'interpolation de Lagrange. Alors pourquoi ça donne un partage de AB? Essentiellement parce qu'on est en train de faire la somme des polynômes secrets PI avec les coefficients de Lagrange qui vont bien. Et ça nous donne un polynôme de degré t-1 qui vaut AB en 0. Et les points qu'on calcule ici, ce sont des points à coordonnées 1 de n sur ce polynôme. Bon, j'espère ne pas m'être trompé dans les formules, mais enfin, même si je me suis trompé, je pense que vous voyez l'idée. Donc une étape de partage d'informations entre les participants qui ensuite permet de calculer un partage du résultat. Voilà. Je crois que c'est tout ce que je voulais raconter en fait sur cet exemple du calcul multipartie sécurisé. Donc un petit point d'étape. Donc sur cette idée, qui semblait un peu folle au départ, de calculer sur des données chiffrées ou masquées, privées et non révélées aux autres. Donc on a vu deux approches assez rapidement. Il y en a au moins trois qui commencent à être bien comprises. Donc le chiffrement homomorphe, dont on a parlé, donc avec des entrées qui sont chiffrées, des sorties qui sont chiffrées, pas de communication, le calcul se fait sur une seule machine, mais est assez coûteux. Il y a une variante qui s'appelle le chiffrement fonctionnel, où là les sorties sont en clair, et qu'on sait réaliser efficacement pour certaines fonctions simples, linéaires ou quadratiques par exemple. Donc c'est une primitive intéressante aussi. Et puis le calcul multipartite dont on vient de parler, où là les entrées ne sont pas chiffrées, elles sont simplement masquées, mais tant qu'il n'y a pas de collusion ou pas trop de collusion entre les participants, elles restent secrètes. Les sorties sont en clair, il y a des communications, c'est un algorithme distribué. En revanche, l'efficacité est nettement supérieure au chiffrement homomorphe. Après, il y a d'autres approches, d'autres briques de base qui sont envisagées. Lors des questions du séminaire la semaine dernière, on a mentionné l'obfuscation indistinguable, qui est une construction assez extraordinaire. Donc, c'est l'idée de pouvoir obfusquer un circuit, d'accord, donc de telle manière que personne ne puisse voir ce qu'il y a dans le circuit. Donc, plus précisément que si vous avez deux circuits obfusqués qui ont la même taille et calculent la même fonction, alors aucun attaquant ne peut les distinguer. Et alors, si on a une primitive comme ça, on a toutes les autres. Enfin, on a le chiffrement homomorphe, on a le chiffrement fonctionnel, on a le chiffrement classique d'ailleurs, on a plein de choses, d'accord ? Mais on en est encore au point de se demander si théoriquement c'est réalisable.
Et sous quelles hypothèses? P égale NP, P différent de NP. Bon. Voilà, mais je trouve quand même ça assez extraordinaire qu'on puisse au moins poser cette question et envisager un jour l'existence de primitives aussi puissantes. Et donc, voilà, donc, à cette question de protéger les données pendant le calcul, on a vu donc, que l'approche cryptographique donne une réponse qui est aux antipodes en fait, de ce qu'on obtient par les techniques de sécurité classiques, genre contrôle d'accès, etc. La sécurité est élevée, la sécurité peut être caractérisée et étudiée mathématiquement, quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire avec des techniques plus classiques. En revanche, l'exécution est coûteuse et les calculs qu'on peut effectuer sont restreints. Donc on peut faire des circuits, mais on ne peut pas faire de conditionnel, on ne peut pas faire de boucle, on ne peut pas faire de branchement dépendant des données secrètes. Et voilà. Et donc, comme on l'a vu, c'est déjà utilisable pour des calculs simples mais hautement confidentiels, dépouillement d'élections, dépouillement d'enchères secrètes, etc. Et peut-être pourra se généraliser à l'avenir. Voilà. Donc, je crois que c'est tout ce que je voulais vous raconter sur cette question, donc de calculer sur des données chiffrées Oups. Et donc, on en arrive à la fin du cours, si Zoom veut bien me laisser reprendre la main. Et donc, je voulais faire un petit bilan avec vous, puis après, on pourra prendre des questions. Je voulais faire un petit bilan avec vous. Alors, il faut que j'essaye de cacher ça. Voilà. Très bien. Alors, en fait, en préparant ce cours, et puis en revenant sur un peu ce que j'avais fait pour faire ce petit bilan, je me suis rendu compte qu'il y a 4 grands discours sur la sécurité informatique qui diffèrent donc suivant un axe pessimiste-optimiste ou un axe discours général ou discours particulier. Le discours, vraisemblablement qu'on entend le plus, c'est un discours qui est pessimiste et très général, qui consiste à constater la grande vulnérabilité de nos infrastructures numériques et du monde informatique dans lequel nous vivons, que, oui, il y a des failles qui sont quand même exploitées assez régulièrement par des pirates, par des rançongiciels, pour faire de la surveillance. On reparle du logiciel Pegasus là, en ce moment. Et on a l'impression que voilà, notre monde informatique est quand même très fragile et il n'en faudrait pas grand-chose pour que ça explose, pour que, par exemple, une infrastructure critique soit attaquée, devienne inutilisable, etc. etc. Bon. Alors, ce discours général et pessimiste s'oppose de temps en temps à un discours général et en fait assez optimiste qui consiste à dire non, c'est pas la fin du monde pour le moment. Il y a quelques problèmes, ça coûte un peu d'argent, mais bon, c'est quand même des coûts tout à fait tolérables par rapport aux profits qu'on obtient en utilisant l'informatique un peu partout dans notre monde. Et donc finalement, il n'y a peut-être pas de raison de croire que ça va mal se passer. Et puis, il y a d'autres urgences plus graves aussi, peut-être, climatiques, écologiques, géopolitiques. Donc finalement, et aussi une observation qui est vraie quand même, c'est que justement, quand ça commence à devenir trop coûteux, on finit par trouver des solutions. L'exemple que j'aime bien, c'est la téléphonie. Dans les années 60, téléphoner gratuitement. Dans les années 70, aux États-Unis, c'était un sport avec les petits boîtiers à 2600 Hz. Et puis en France, dans les années 90 aussi, il y avait les fausses cartes téléphoniques là, avec un nombre infini d'impulsions dessus. Et puis c'est arrivé la téléphonie mobile GSM. Et là, non, on ne peut plus téléphoner gratuitement. D'accord ? Il faut s'authentifier sur le réseau avec une carte SIM et faire une vraie fausse carte SIM, c'est au-delà de la portée de beaucoup de gens, disons.
Et du coup, tout le monde s'est mis à payer pour téléphoner, et puis après à trouver des alternatives, Voice over IP, etc., où on paye aussi pour le service, mais c'est moins cher. Et finalement, voilà, le problème s'est résolu lui-même, avec une solution une solution sécurisée adaptée. Bon. Maintenant, passons aux discours particuliers, parce que j'aime pas trop les discours généraux en général. Alors, le discours particulier et pessimiste, ça consiste à faire des listes d'attaques et de vulnérabilités. Alors, on en a fait un tout petit peu au premier cours, il y avait 3 exemples représentatifs. On aurait pu passer l'intégralité du cours, une douzaine d'heures, à montrer des vulnérabilités et comment elles ont été attaquées. Et c'est assez fascinant. D'abord, c'est fascinant comme tout aperçu du mal, mais c'est aussi fascinant par l'intelligence de certaines de ces attaques. Les gens qui les montent sont des informaticiens de premier plan, il faut le reconnaître. Quel dommage qu'ils ne mettent pas leurs compétences au service de causes plus nobles. Mais bon. Donc voilà un discours possible. Et puis le 4e discours, c'est plutôt celui que j'ai essayé de tenir pendant tout ce cours, c'est regardons ce qu'on sait faire. Regardons les mécanismes de sécurité qu'on connaît, regardons les protections contre des attaques qu'on peut mettre en pratique. Alors bien sûr, on se dit, oui, on se protège contre l'attaque d'hier, et on ne sait pas quelle sera l'attaque de demain. Et puis on peut aussi avoir ça peut donner une fausse impression justement de sécurité. Ça, on ne sait pas parce qu'on a un excellent mécanisme pour tracer les flux d'informations, par exemple, qui va résoudre tous les problèmes du monde. Mais d'un autre côté, il me semble que c'est quand même notre devoir de chercheurs et d'enseignants d'avoir un discours un peu justement positif, d'essayer d'apporter des éléments de réponse et pas juste d'énumérer les problèmes. Alors, donc oui, autre chose qu'on avait mentionné dès le début, c'est que la sécurité informatique, c'est quelque chose c'est une problématique complètement transverse qui touche un peu tous les aspects du monde informatique, en démarrant par le matériel, en passant donc par le logiciel, système, applicatif, comment tout ça communique via des réseaux sur le web, sur le cloud, comment tout ça s'insère dans une société, donc avec des aspects réglementaires, avec des organisations, avec des considérations économiques. Et puis, tout ça, à la fin, doit être accepté par les utilisateurs. Et alors, on avait promis, donc on regarderait surtout ce qui se passe au niveau du logiciel, et en fait, avec quelques incursions du côté, notamment dans les séminaires, du côté du matériel et un peu du web et des réseaux. Après, c'est cette ellipse rouge, elle donne l'impression qu'on a fait un parcours complet de la zone. C'est évidemment pas le cas, et on a plutôt donné quelques coups de projecteur, d'accord. Mais alors que j'espère, sinon représentatif, du moins un peu instructif déjà. Bien entendu, le problème reste entier, parce que le problème de la sécurité informatique est gigantesque. Alors, le sous-titre du cours, donc le titre c'était sécurité du logiciel, et le sous-titre c'était une question: quel rôle pour les langages de programmation? Alors, je me permets d'ajouter les langages et outils de programmation. Alors, on a essayé de répondre à cette question, on y est revenu dessus un certain nombre de fois. La réponse n'est pas forcément très satisfaisante. D'un côté, tout le monde est d'accord, il y a un rôle essentiel au niveau de la programmation, des langages, des outils de production de code, de vérification de code, qui est d'assurer la sûreté de l'exécution. Donc donner quelques garanties de base sur le fait que les structures de données sont intègres, que les flux de contrôle s'exécutent comme c'est écrit dans le programme source, que l'exécution se fait de manière isolée. Bon. Donc, et on revient toujours là-dessus, que sans sûreté de l'exécution, on n'a pas de sécurité. Bon, tout peut arriver. Et alors après, donc on a vu d'autres contributions ponctuelles
à la sécurité qui viennent donc de ce monde langage et outils de programmation. Par exemple, dans le deuxième cours, il y avait le contrôle des flux d'informations, alors soit par traçage dynamique, soit par système de type, soit par autre vérification statique. Donc, au troisième cours, on a vu différentes formes d'isolation de l'exécution, donc certaines purement logicielles, comme l'isolation logicielle des fautes par réécriture du code machine. Au quatrième cours, donc on a vu pour toutes ces questions de fuite temporelle, on a vu une discipline de programmation, la programmation en temps constant, qui est un élément de réponse. Au cinquième cours, on a vu certains aspects du code mobile, par exemple l'idée de vérifier statiquement du code intermédiaire, l'idée de code auto-certifiant aussi, qui est intéressante a priori, même si on ne sait pas trop encore comment la mettre en œuvre. Au sixième cours, on a vu sur la compilation, donc on a vu quelques protections contre des attaques bas niveau, au niveau du code assembleur, peut-être même parfois au niveau de la machine, qui peuvent être donc insérées ou garanties par le compilateur, etc. etc. Mais bon, je ne suis pas très satisfait de cette liste, parce que, en fait, aucune des techniques mentionnées ici n'est très largement utilisée, sauf peut-être la programmation en temps constant dans les codes cryptographiques. Mais le reste, c'est des choses que, bon, on sait qu'elles existent, mais finalement, elles ne sont pas très systématiquement mises en œuvre. Et on a l'impression que ça ne contribue pas énormément, finalement, à la sécurité de l'ensemble, certainement moins que les protections d'origine matérielle, comme la mémoire virtuelle, ou les protections d'origine cryptographique, comme les protocoles pour les communications sur Internet. Donc voilà, donc on a des contributions ponctuelles. Donc, dans le monde des langages et outils de programmation, on voit des contributions ponctuelles à la sécurité qui vont au-delà de la pure sûreté de l'exécution, mais qui ne sont pas encore employées de manière très, très systématique. Et alors bien sûr, bon, souvent j'ai été tenté de renverser la question, donc plutôt que de demander qu'est-ce que les langages peuvent faire pour la sécurité, on peut aussi se demander qu'est-ce que la sécurité peut faire pour la recherche en langage de programmation, et plus généralement la recherche sur la programmation. Après tout, c'est le sujet de ma chaire, d'accord, les sciences du logiciel. Alors effectivement, la sécurité informatique est un défi pour la programmation dans tous les sens du terme, aussi bien pratique que conceptuel. Donc au niveau pratique, on a beaucoup de pratiques de programmation qui n'aident pas quand il s'agit de sécuriser des logiciels. Par exemple, l'obsession pour la performance qui passe avant tout, et on a vu les dégâts que ça pouvait donner dans les compilateurs C optimisants, qui optimisent des codes système un peu trop forts. L'idée aussi qu'il suffit de passer le jeu de test et puis c'est bon. La sécurité est une propriété qui se teste très très mal. Justement, l'attaque, c'est dans ce qu'on n'a pas testé en général. Et alors comme dit Ross Anderson, la sécurité informatique, c'est programmer l'ordinateur de Satan, au sens où la moindre erreur, c'est la damnation éternelle. S'il s'agit vraiment de programmer l'ordinateur de Satan, nos pratiques de programmation ne sont pas les bonnes. En particulier, ce qu'on enseigne en programmation, en génie logiciel, en licence par exemple, n'est pas du tout ce qu'il faut. Bon. Donc ça, c'est le côté pratique. Et puis, après, il y a aussi le côté conceptuel, plus théorique, qui m'intéresse énormément personnellement, qui est donc à quel point, justement, on sait raisonner formellement au-delà de la correction des exécutions. Donc, prouver la correction d'un programme, on commence à savoir faire, on a plein d'outils d'analyse statique, de vérification déductive, on a des formalismes, une logique de programme, dont on a beaucoup parlé l'an dernier, qui commencent à fonctionner très très bien. Maintenant, si on veut aller au-delà de ça, ne serait-ce que comment caractériser, comment énoncer, comment raisonner sur la confidentialité des données, les aspects privacy, donc respect de la vie privée, donc anonymisation des données privées, differential privacy, comme en a parlé Katsushi Palamidesi au séminaire. Comment parler de disponibilité, comment parler de résilience d'un système qui peut être attaqué mais résiste quand même, comment faire rentrer dans ce discours les aspects bas niveau, par exemple les fautes qu'on peut avoir dans le matériel, les fuites d'informations
nombreuses qui introduit le matériel. Voilà, tout ça, ce sont des questions difficiles. D'ailleurs, je pense que Frank Pissens, dans son séminaire, parlera un petit peu justement de modélisation formelle de ces aspects matériels. Voilà, donc tout ça sont des questions difficiles et encore largement ouvertes pour les gens qui font donc de la sémantique et de la vérification formelle de logiciel. Et voilà, ça nous amène à la fin de ce cours. Donc je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout.